Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous tous. Alors je me présente rapidement, je suis Marion Pérez-Brio, pas Camille, désolée. Je fais partie du cabinet d'avocats Elco. Et on est partenaire de Finance Innovation et on est un cabinet qui accompagne les acteurs de la FinTech et des cryptos. Voilà, donc en fait aujourd'hui, pour cette table ronde, après la finance quantique, on va parler finance décentralisée. Donc je ne sais pas si c'est un terme qui parle à beaucoup d'entre vous ou pas. Ce sont des sujets qui sont passionnants et qui sont assez nouveaux pour le grand public, en tout cas. Et donc pour en parler, eh bien on a donc Thibaut qui vient d'arriver, Thibaut Chessé. Désolée si j'écorche les noms, surtout vous m'arrêtez tout de suite. Donc Thibaut, tu es Adoption Manager, c'est ce qu'on dit, chez Normadic Labs, qui en fait qui est un labo qui regroupe des experts de la technologie blockchain de Tezos. On a également Jérémy Le Petit. Donc toi, tu es cofondateur et CEO de Retrib. Et Retrib, en fait, c'est une start-up qui a développé un moyen de paiement éthique qui permet d'allier en fait une solution de paiement et des enjeux sociétaux. Pour faire simple. Et puis Stéphane Revers, donc toi tu es CEO de Sunzu Lab, qui en fait produit des analyses de liquidité pour les marchés de la crypto. Et on a normalement un quatrième intervenant, j'espère qu'il va arriver rapidement, qui est Arnaud Dartois, et qui lui donc est cofondateur de Napoléon Group, qui est spécialiste en fait des solutions d'investissement sur les cryptos actifs. Voilà. Donc, dans un premier temps, finance décentralisée, ce que je vous propose, c'est peut-être déjà d'essayer de donner, vous, votre définition de la finance décentralisée, en parallèle avec ce qu'on appelle la CIFAC et la finance centralisée, évidemment. Donc, peut-être, Thibaut, tu peux commencer. Je sais pas si tu as... Merci beaucoup. Donc la finance décentralisée, c'est, je pense que donc aujourd'hui on peut la définir comme une finance qui propose en fait à plus de personnes, plus d'agents économiques d'accéder à des services qui peuvent être similaires à des services banquiers ou financiers classiques comme des livrets d'épargne par exemple, sans tenir compte par exemple de leur passif en tant qu'agent économique, puisque sur des technologies comme la blockchain, ces services financiers-là utilisent ce qu'on appelle des smart contracts pour assurer ce type de service. Donc c'est une finance qui est, je pense, plus accessible, qui n'est pas nécessairement toujours décentralisée, qui est plus désintermédiée. C'est une finance aussi qui peut limiter par rapport à la finance classique les phénomènes de cartélisation, puisque en fait, les codes qui servent à déployer ces services-là sont open source, donc ils peuvent être repris, améliorés, et ils peuvent aussi créer ce qu'on appelle des phénomènes de composabilité. Donc on peut créer des produits financiers plus complexes. Donc c'est plein d'opportunités, c'est moins régulé, c'est plus innovant, et c'est peut-être comme ça que j'introduirais le concept. Ok, très bien. Et alors, Jérémy, toi, ta définition ? Oui, déjà pour moi, il n'y a pas une finance décentralisée, il y a des finances décentralisées. Je rejoins ce que tu dis sur le fait qu'il y a beaucoup de désintermédiation de systèmes financiers conventionnels, et il y a aussi de la réintermédiation. Mais avant tout, pour moi, ces mécanismes de finance bonjour, décentralisée, monsieur Dartois. Est-ce que vous me recevez ? Finalement, d'une certaine manière, une reprise en main de la souveraineté des agents économiques sur l'outil qu'est la finance. Et c'est ça qui est très intéressant avec ces nouveaux modes de fonctionnement qui tournent autour et qui gravitent autour de cette c'est en haut à droite, c'est à côté du petit bouton micro, vous avez un icône caméra et il doit probablement être barré. En tout cas, que l'on invite à être éclairé des agents économiques pour reprendre en main leur souveraineté sur ces sujets-là.
Oui, effectivement, parce qu'en fait, quand on parle de finances décentralisées, plutôt de finances centralisées, en fait, on parle d'une finance qui est certes régulée, mais centralisation, on peut le rapprocher en fait d'une autorité c'est une webcam USB ou c'est intégré à votre ordinateur centrale, justement, d'où son nom, qui va avoir c'est sur téléphone la main, ou en tout cas un point de vue tout le temps sur les acteurs du marché, sur le marché qui va réguler ce marché-là. Et en fait, pour pouvoir ne serait-ce que rentrer sur un marché qui est centralisé, on va avoir, pour schématiser, besoin d'une autorisation et de l'autorisation de cette autorité-là. Ce qui n'est pas le cas justement avec une finance qu'on appelle décentralisée. Donc c'est pour ça que je pense que vous parliez également de désintermédiation. C'est parce qu'on est vraiment quasiment en peer-to-peer. Donc c'est vraiment les acteurs de la finance décentralisée qui vont pouvoir interagir entre eux directement, sans passer par des autorités, sans passer par pléthore d'intermédiaires que peuvent être, par exemple, dans la finance classique, les banques évidemment, les brokers, ce genre de personnes ou d'intermédiaires. Et donc peut-être, Stéphane, oui, excuse-moi, c'est ça. Stéphane. Oui. Eh bien, écoutez, alors déjà, on en achèterait à vous écouter tous les deux, c'est fantastique. Je trouve que vous allez un peu vite en besogne parce que la définition de la finance décentralisée, c'est d'abord une technologie qui s'applique sur la blockchain. Donc c'est une couche, je vais dire applicative à défaut d'autre chose, mais enfin c'est un ensemble de services qui sont basés sur la blockchain et qui ont la prétention, parce que je pense qu'on n'y est pas encore, mais en tout cas qui ont l'ambition de reproduire les services financiers de base qu'on trouve dans l'économie et dans la finance traditionnelle, qui, à mon sens, sont encore très très loin d'avoir l'efficacité que vous semblez communiquer ou la transparence. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, ce sont des services financiers décentralisés, ce sont des services financiers qui sont effectivement accessibles à tout le monde, mais sans la protection de qui que ce soit. Donc, chacun est livré à lui-même. Et la vertu de cette finance-là, c'est qu'elle est algorithmique. Vraiment, vraiment, à la base de la blockchain et à la base de la finance décentralisée, on retrouve l'idée que quand on met un algorithme, c'est tout de suite mieux. C'est tout de suite mieux qu'un humain, c'est tout de suite mieux qu'une banque, c'est tout de suite mieux qu'une banque centrale, c'est tout de suite mieux que n'importe quoi. Alors bon, ça ne va pas vous échapper, je suis un petit peu en rupture par rapport à cette idée-là. C'est pas forcément mieux, en tout cas il faut poser la question. Et cette finance algorithmique-là, elle est aujourd'hui, c'est vrai, non régulée, elle est innovative, il faut quand même le dire, c'est vrai. Elle a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients. C'est pas non plus la killer app, si vous me pardonnez l'anglicisme, qu'on peut en attendre. Voilà. Donc c'est vraiment, moi je retiens finance algorithmique, c'est-à-dire quelque chose qui se fait sans humain, sans intervention de qui que ce soit, donc sans contrôle, sans garde-fou, et qui prétend reproduire un système financier qui par ailleurs existe et s'est pleinement développé dans les marchés traditionnels. Alors, effectivement, première question, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas justement d'humain, alors qu'il n'y ait pas d'humain, il y a forcément de l'humain derrière, pour moi, mais le fait que ce soit algorithmique, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait justement garantir une finance qui serait plus safe? Donc moi j'exprime un certain scepticisme là-dessus, mais un scepticisme bienveillant. L'algorithmique, c'est la promesse que c'est plein de promesses. C'est la promesse que c'est moins cher, c'est la promesse qu'il n'y a pas de biais cognitif sur le choix, personne ne m'entend ça. Juste sur le prix. Vous êtes en Wi-Fi, il y a une rapidité de transaction, il y a une fiabilité, on ne peut pas revenir en arrière, il y a le fait qu'on peut transacter avec quelqu'un à l'autre bout de la planète. Il y a beaucoup de promesses. C'est absolument fantastique sur le papier. Ma comparaison est assez facile à faire. C'est Facebook. C'est-à-dire que Facebook sont des algorithmes. Facebook, c'est un réseau social dans lequel on dit l'algorithme va faire des merveilles. C'est vrai, ça fait des merveilles, ça a révolutionné nos vies. Il y a 4 milliards de personnes sur Facebook. À l'inverse, aujourd'hui, on s'aperçoit que quand c'est un algorithme qui est dans les mains privées, il fait un peu ce qu'il veut, que la gouvernance n'est pas fantastique, que c'est toxique pour certaines catégories de population qui ne sont pas protégées. Et donc mettre l'algorithmique en disant ça va nous libérer et ça va créer de la valeur et ça va permettre à tout le monde d'accéder, je me permets juste de faire remarquer que c'est dangereux, et pour s'en convaincre, il s'agit de regarder dans les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux sont algorithmiques et ils ont leur force et leur faiblesse. Ça va pas échapper, la finance ne va pas échapper à ça et la défi ne va pas échapper à ça. Je suis juste curieux de savoir qui a dit ici que c'était fantastique. Moi, je suis intimement convaincu que la finance décentralisée est en train de reproduire énormément des biais de la finance conventionnelle de manière totalement exacerbée parce que c'est un terrain de jeu non régulé et qu'elle n'est que le reflet, finalement, des intentions des porteurs de projets qui sont derrière. Cette fameuse algorithmie qui serait déconnectée de biais cognitifs, je n'y crois pas non plus.
C'est pour ça que je distingue les différents projets au sein de cette finance décentralisée. Il y a toujours un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage. Il y a toujours, et il n'est pas toujours d'ailleurs sûr que le maître d'ouvrage respecte correctement ce que le maître d'œuvre avait initialement en tête. Donc, il y a des biais cognitifs qui sont ceux qui sont amenés à construire autour de cette technologie. Et en fonction des intentions des uns et des autres, on aura des projets qui seront soit plus vertueux, soit au contraire bien plus néfastes à nos mécanismes financiers conventionnels. Alors ça, oui, je suis d'accord, effectivement. On va peut-être l'aborder tout à l'heure quand on parlera des perspectives justement que peut offrir la finance décentralisée. Alors peut-être, Arnaud, du coup, si tu as une définition que tu pourrais, toi, des définitions qui étaient personnelles de la finance décentralisée pour donner un premier aperçu à l'audience. Oui, ben c'est en fait cette finance que permet quelque part la blockchain, qui permet le transfert de valeur dans une version décentralisée, c'est-à-dire où finalement personne ne peut, parce qu'on garantit la décentralisation, ce qu'amène la décentralisation, c'est que personne ne peut avoir la main complète dessus et tirer la couverture à soi, pour faire court, je dirais. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on ne va pas dans les protocoles qui sont zéro knowledge, aujourd'hui, tout est relativement public. Il y a une forme d'asymétrie d'information et de capacité qui est là. Mais si on prend du temps et qu'on se forme, on peut comprendre dans quoi en fait on investit, même si effectivement les montages deviennent de plus en plus compliqués et que parfois on a un peu de mal à trouver où tout ça mène, et qu'on voit en pratique des montages effectivement pires que ce qu'on avait dans la finance traditionnelle. Alors effectivement, ça fait le lien avec peut-être le premier sujet qu'on peut aborder, qui seront justement, maintenant qu'on a fait le tour des définitions de la finance décentralisée, j'espère déjà que c'est peut-être plus clair pour chacun d'entre vous. Pour vous, maintenant, quelles seraient en fait ces perspectives? Qu'est-ce que peut apporter, ou au contraire, quels sont les dangers que vous pouvez spotter de la finance décentralisée? Parce que en fait, beaucoup parlent de révolution de la finance, voire de nouvelle ère. Alors, pour vous, justement, quels sont ces enjeux-là et c'est surtout ces perspectives? Qu'est-ce que peut apporter la finance décentralisée? Pourquoi quel est l'intérêt, en fait, de créer un nouveau système de finance? Allez-y. Bon, alors je vais commencer. Déjà, la première vertu, c'est l'innovation. Enfin, faut quand même le dire. La finance de marché, alors je suis plutôt un homme de marché parce que j'ai passé ma carrière là-dedans, donc la finance de marché a beaucoup évolué dans les années 90 avec le développement des marchés optionnels, les marchés de capitaux, puis la déréglementation. Et donc il y a des phases d'innovation. Aujourd'hui, on a une phase d'innovation majeure sur la technologie, d'abord la blockchain, ensuite la finance par-dessus et la finance décentralisée. Donc ça, il faut le dire, il faut le répéter, ça a une énorme valeur parce que l'innovation est créatrice de valeur. Intrinsèquement, on pose des questions. La deuxième, c'est de challenger le statu quo. Une industrie financière, elle a des tas de qualités, des tas de défauts. Enfin bref, 2008 est passé par là, etc. Elle a été régulée, mais il faut poser des questions à l'industrie financière. Il faut lui dire, voilà, quels sont tes services, quels sont tes biais, quel est ton fonctionnement, quel est ton impact sociétal, etc. Et la blockchain et la DeFi posent ces questions. Ce sont des agents perturbateurs, les banques ont peur, parfois à juste titre, parfois non. Le consommateur, le client se pose des questions lui aussi sur les services et la valeur ajoutée et la répartition de cette valeur ajoutée entre lui et la banque ou l'intermédiaire financier. Donc la deuxième vertu, c'est la question. Voilà. Quelle est la question qu'on pose au système financier? Remettons en question et prouve-nous que tu as encore la meilleure solution au problème qu'on essaie de résoudre. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça pose des questions encore plus fondamentale de souveraineté. Donc la blockchain, c'est la souveraineté de la monnaie, le bitcoin, l'internationalisation, la gouvernance. Dans la DeFi, on retrouve la même chose, la souveraineté, la notion de droit, la notion de protection. Qu'est-ce qui est la bonne protection vis-à-vis de l'innovation? Donc ce sont des sujets juridiques, des sujets de société, le KYC, tout ce qui concerne le blanchiment d'argent. Et là encore, ça soulève un autre type de questions et c'est un choix social qu'on doit faire. Donc ça dérange et ça, c'est très très sain. Après, derrière, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que c'est pas parce que les questions sont posées que les solutions
solutions qui y sont apportées sont bonnes. Et la finance traditionnelle a pas dit son dernier mot. Mais en tout cas, le fait que ça pose des questions sur l'innovation, sur le service, la qualité, la valeur, et troisièmement sur l'environnement réglementaire, la protection, la souveraineté, c'est très important parce qu'aujourd'hui, nos grandes puissances, enfin les banques centrales, nos régulateurs et nos gouvernements sont finalement sur ces questions-là peu dérangés. Et l'industrie financière, qui est aujourd'hui beaucoup un oligopole, il faut quand même le dire, est quand même aussi assez peu dérangée. En tout cas, elle n'est pas assez pour répondre de manière convaincante à ses clients. Je rejoins ce que dit Stéphane. Il y a peut-être un apport qu'on voit assez immédiatement avec la blockchain, c'est celui de la transparence des transactions et de la façon dont fonctionne le service. Donc aujourd'hui, c'est pas tout à fait achevé puisque tout le monde ne lit pas le code, tout le monde ne comprend pas comment fonctionnent ces applications-là. Les choses qu'on peut voir plus simplement, ce sont les transactions qui sont opérées et assez facilement typiquement les frais par transaction. Donc je pense que ça apporte aujourd'hui un niveau qui devient, pour certains types d'applications pas trop compliquées, assez satisfaisant de transparence pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Il y a une question de souveraineté qu'on pourrait illustrer avec la question des stablecoins, qui aujourd'hui pose question, puisque... Alors juste peut-être, est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un stablecoin ? Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce lexique-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est une représentation de monnaie fiduciaire sur chaîne, donc qui est considérée comme un instrument de base pour les applications de finance décentralisées, puisque ça permet en fait à des personnes qui vont opérer des transactions de prendre par exemple leur profit dans une devise non volatile. Donc aujourd'hui, il y a une question de la façon dont sont collatéralisées ces représentations de monnaie fiduciaire, certaines étant collatéralisées par des réserves, comme l'USDC, qui est collatéralisé à hauteur d'environ 60% de sa quantité émise, ensuite avec un système d'obligations, des obligations d'entreprise notamment. Et il y a d'autres stablecoins qui sont collatéralisés avec des valeurs volatiles, d'autres cryptoactifs. Donc ça pose une question qui rejoint le débat, enfin qui entre en conflit avec le débat des monnaies digitales de banque centrale qui sont émises avec de la monnaie digitale de banque centrale. Et il y a un moment où je pense que les États, dans ces expérimentations-là, vont se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser la monnaie de leur banque centrale dans un système économique comme celui de la finance décentralisée. Donc ça, c'est un autre enjeu. Jérémy ? Oui, moi ce que j'aimerais, et c'est un constat probablement que je partagerai avec peu d'entre vous, mais en tout cas c'est le mien, c'est de considérer qu'aujourd'hui la finance est devenue inefficiente pour servir l'économie. Elle est devenue en revanche extrêmement efficiente pour se servir elle-même. Et à partir de ce constat-là, il n'est pas étonnant que l'émanation de la technologie blockchain qui est sous-jacente du Bitcoin amène avec elle une révolution. Et la décentralisation amène cette révolution. Et quand on parle de révolution, une révolution, elle se fait nécessairement, en tout cas historiquement, elle se fait toujours avec ce qu'elle peut apporter de meilleur, en tout cas comme résultat, mais également avec des phases qui peuvent être particulièrement horribles, comme ça a été le cas avec la terreur pendant la Révolution française, par exemple. Donc, que de cette révolution émerge à travers les intentions des uns et des autres qui portent des projets qui s'inscrivent sur cette technologie, que cette révolution porte des projets qui aillent dans une amélioration des choses, ou en tout cas dans la construction de nouvelles infrastructures plus vertueuses, ou au contraire qui est des projets qui, eux, portent des modélisations avec une exacerbation des biais qu'on avait dans la finance conventionnelle parce qu'on est sur un environnement non régulé, parce que c'est le terrain de jeu de tous les mathématiciens de la finance qui peuvent exercer sans aucune bride leur art. Ça fait partie de cette phase de révolution qui est en cours. Ça fait partie de l'émergence de cette nouvelle industrie qui, progressivement, et je pense que vous en avez tous conscience par contre, progressivement est en train, c'est même plus de la prospective, hein, c'est de la balistique, est en train de s'intégrer absolument à tous les niveaux, dans toutes les strates, et de cette industrie qui va absorber avec cette révolution-là finalement l'ADN des porteurs de projets, de ce monde crypto
pendant un temps honni et qui finalement est en train de devenir de plus en plus mainstream, au point d'être absorbé, et avec lui l'ADN de ces porteurs de projets. Donc il y a une vague d'opportunités qui est en train de se présenter autour de cette technologie-là, et il y aura bien évidemment des arbitrages. On est dans la construction d'un nouveau monde. Personnellement, je suis convaincu que dans les 20 et peut-être même avant, prochaines années, l'ensemble de nos grandes institutions financières auront disparu. Elles auront été remplacées par autre chose, elles auront été réintermédiées ou désintermédiées. Et donc, il y a une vague d'opportunités qui est absolument inégalée. Je pense qu'on assiste au plus grand transfert de richesse de l'histoire depuis probablement la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a tout à créer. Il va falloir faire des choix en fonction des projets qu'on veut soutenir, qu'on veut voir se développer, ou au contraire des pratiques qu'on veut voir disparaître et qu'on veut bannir de ce nouveau monde qui est en train d'arriver. Merci beaucoup. Arnaud, peut-être, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point ? Oui, alors je rebondis juste sur des points qui ont déjà été dits probablement, mais ce qui est intéressant, c'est la transparence, effectivement, qui permet de comparer des actifs, les rendements qu'ils vont avoir, les frais, et ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est la liberté pour tous les acteurs, à la fois ceux qui innovent en proposant de nouveaux produits, et à la fois ceux qui cherchent des produits d'investissement, de trouver des choses toujours de plus en plus innovantes, et puis d'interagir aussi 24 sur 24, 7 jours sur 7. Hein. C'est aussi la différence, c'est que là, on ne connaît pas d'ouverture ou de fermeture des marchés sur la finance décentralisée, et on interagit comme ça directement, et ça c'est extrêmement aussi intéressant. Et puis c'est la diversité liée à cette innovation des produits sur lesquels on peut investir, comme par exemple dernièrement l'émergence des NFT, même si on pourrait en dire beaucoup de choses là-dessus, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. Ok, merci beaucoup. Alors NFT, pour schématiser, en fait, NFT ça veut dire non-fungible token. Ce sont en fait des jetons, hein, tokens, des certes. Ouais. Voilà, c'est ça. Et non fongible, ça veut dire qu'en fait, ils peuvent pas. Il y en a pas deux pareil. On peut pas échanger un NFT contre un autre NFT qui serait nécessairement le même. À l'inverse, par exemple, d'un Bitcoin ou d'une crypto classique, enfin d'une crypto-monnaie. Le NFT n'est pas une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, un Bitcoin peut être échangé contre un autre Bitcoin. Il a exactement la même valeur et le même ADN, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas avec un NFT. Donc, merci à tous pour cette intervention. Moi, effectivement, pour moi, je pense qu'effectivement, un des objectifs et une des perspectives de la DeFi, c'est l'autonomie. L'autonomie qui est rendue en fait aux acteurs des marchés, puisque en fait on va dire le commun des mortels devient le quidam lambda devient en fait acteur de son propre portefeuille d'investissement. Alors effectivement ça peut avoir des très bons côtés, ça peut avoir des côtés un petit peu plus négatifs. Donc je pense qu'en fait, une de ces perspectives-là, pour moi, c'est ça, c'est vraiment l'autonomie, la rapidité d'exécution. Et cette perspective entraîne en fait nécessairement un besoin d'éducation. Et donc quand je dis éducation, c'est le fait qu'il faut que le grand public soit vraiment au courant, sache réellement où il met les pieds, et quelle possibilité d'investissement il a, qu'ils comprennent les rendements, chose qu'on n'a pas forcément avec la finance dite classique, puisque voilà, tout est intermédiaire. Donc si vous le souhaitez, en fait, dans une finance classique, vous pouvez juste dire un tiers, donner mandat à un tiers qui va gérer votre portefeuille, qui va gérer vos portefeuilles d'actifs. Et puis vous, in fine, vous allez juste avoir le rendement final, mais vous n'aurez pas la main sur votre portefeuille et sur les opérations qui sont faites. Alors, c'est pas quelque chose qui est fait tout le temps, hein. J'en suis bien consciente. Dans la finance
dites classiques. Vous pouvez également, vous, gérer à titre personnel votre portefeuille, mais ça nécessite justement des connaissances et une technicité qui est assez importante et que je trouve avec la finance décentralisée. Cette finance décentralisée nous permet justement de ne pas avoir tout ce côté technique, tout ce côté intermédiation qui rend opaque, en fait, in fine, le schéma d'investissement. Alors, maintenant, un point que je souhaiterais aborder, c'est justement les enjeux. Maintenant qu'on a parlé des perspectives, donc on voit ce que la finance décentralisée peut apporter. Les enjeux, peut-être avec déjà moi une première question, Jérémy, tu as commencé à y répondre, mais j'ai une question. En fait, est-ce que vous pensez réellement, chacun d'entre vous, qu'il s'agit d'une réelle révolution? Donc, bon, Jérémy, tu as commencé à y penser, mais est-ce que les deux systèmes, la DeFi et la CeFi, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent cohabiter ou que nécessairement il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre? Est-ce que en fait la finance centralisée, la finance classique, a les moyens maintenant de se réinventer rapidement et de prendre le pas sur la finance décentralisée et sur le mindset de la finance décentralisée? Je peux commencer, oui. Déjà, pour moi, très rapidement, on va cesser de les opposer. On va vers un système complètement hybride. À partir du principe où, déjà, on a très peu de systèmes décentralisés, vraiment décentralisés en dehors de Bitcoin, mais vraiment très peu. Il y a quelques projets qui arrivent à un niveau de décentralisation équivalent ou supérieur, mais l'immense majorité des projets de finance, de DeFi, sont des projets qui ont été partiellement décentralisés et qui ont souvent un organe très centralisé pour contrôler le projet, ou en tout cas porter le projet. De la même manière que ces projets apportent une décentralisation, soit partielle, soit totale dans de rares cas, la plupart des organisations très centralisées vont être amenées à se décentraliser et elles vont intégrer une part de décentralisation. Donc je pense qu'on va vers un schéma qui est finalement hybride. Pour ce qui est de la révolution, elle est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la balistique. Elle est pas imminente, elle est en cours. Quand on voit les banques centrales qui sont en train d'intégrer des central bank digital currency et qui pensent à les intégrer sur de la blockchain, on sait que ça infuse et ça phosphore à tous les niveaux de cette industrie-là. Cette industrie, elle était encore vent debout contre cette technologie et l'ensemble de ces acteurs-là il y a 6 mois de ça. Il y a 6 mois. Aujourd'hui, elle cherche à se l'approprier, ou en tout cas parfois à en contrôler les points d'entrée pour essayer de conserver. On est dans une lutte de pouvoir et dont le point d'orgue, c'est le contrôle de la création monétaire. Mais on est en plein milieu d'une bataille du Seigneur des Anneaux avec des orques et des elfes d'un côté. Mais c'est exactement ça qui se passe et que le commun des mortels n'en a absolument pas conscience. Non, et l'éducation financière sera au centre de tout ça. Tu parlais de souveraineté. Ce qui est formidable avec cette technologie et ce qui est formidable avec la DeFi, c'est que ça pousse l'individu à s'éduquer. Et s'il ne s'éduque pas, il chutera. Et il chutera et ça lui fera mal. Mais au moins, il apprendra. C'est vraiment, tu tombes, t'apprends, tu te relèves, t'avances. Parfois, ça peut te coûter très cher. Et même les plus éduqués continuent à faire des erreurs. Mais au moins, on reprend cette souveraineté en main. Donc l'éducation financière va être au cœur et c'est une très, très bonne chose. Ouais, effectivement, mais là, tu parlais justement des institutions financières qui s'intéressent vraiment à la DeFi. Parce qu'on remarque quand même, il y a quand même un fort frein des institutions financières en place, notamment la BCE qui commence à émettre sa monnaie, son stablecoin en fait. Mais on a quand même un gros frein, je trouve personnellement, de ces institutions-là. Ou même encore hier, je crois, la BRI qui a indiqué que la DeFi était en fait complètement dangereux pour le système financier. Ce que je remarque, c'est que voilà, c'est ce que tu disais, je pense qu'il faut cesser de les opposer. Quand on dit que la DeFi est dangereuse pour le système financier actuel, en fait, les deux ensemble, voilà, si on les oppose, effectivement, on va avoir un souci, mais il va peut-être essayer de trouver une synergie. Dangereux pour le système financier ne veut pas dire dangereux pour l'économie.
Non, mais exactement. C'est vraiment une guerre de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a le système financier qui s'accroche à son rocher, qui n'a aucune envie de perdre cette souveraineté-là, que la DeFi vient challenger. Mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux pour le reste de l'économie. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais justement, on revient sur l'éducation financière. Lorsqu'on voit justement des grosses alertes de toutes ces organisations-là, voilà, je pense que le peuple peut se poser la question et peut justement faire l'amalgame entre la dangerosité pour le système financier et la dangerosité pour en fait son portefeuille. Alors, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qui sont, excusez-moi, des fausses vérités et des choses qui sont fausses, en fait. Donc, je vais commencer par la révolution. On n'est pas du tout dans une révolution. Une révolution, c'est un changement d'ordre social rapide, violent, dans lequel le nouvel ordre social prend la place de l'ancien ordre social. On n'est pas du tout là-dedans. Ça n'est ni rapide ni violent et il n'y a pas de substitution. Alors, à mon avis, il n'y en aura pas, mais en tout cas, il n'y en a pas maintenant. Donc, on n'est pas du tout dans une révolution si on en revient à la définition. C'est la première chose. La deuxième chose, on parle d'éducation. Comment est-ce qu'on peut penser, avec le niveau d'éducation financier des Français, mais qui est documenté, c'est quelque chose que vous pouvez aller le voir, des Américains d'ailleurs c'est pareil, il est plus élevé mais il n'est pas très élevé, comment est-ce qu'on peut penser qu'un particulier qui ne sait pas ce qu'est une clé privée, qui ne sait pas ce qu'est un wallet, qui n'a aucune idée de ce qu'est ce proof of work et qui déjà parle pas très bien anglais, comment est-ce qu'on peut penser qu'il sera plus facile pour lui d'investir et de placer ses économies en allant traiter directement sur une plateforme DeFi qu'en allant demander conseil à quelqu'un qui est régulé et qui a donc la responsabilité de cette information? C'est une question à laquelle moi je ne vois pas comment on peut répondre facilement à ça. Le régulateur, enfin après je ne sais pas quel est le degré d'expérience de différentes personnes avec le régulateur, mais le régulateur, moi je l'ai côtoyé pendant 25 ans en salle de marché, le régulateur il a une considération. Et 2008, si vous en doutez, l'a prouvé. Le régulateur, il protège le petit porteur. Il a d'autres considérations, mais il en a une d'abord. C'est que le petit porteur ne se fasse pas faire les poches par des intermédiaires ou par des gens divers et variés. Le régulateur le fait tellement qu'en fait, l'intermédiaire porte la responsabilité de l'information qu'il donne. Donc, je vends un produit, je suis un intermédiaire, je vends un produit. Si ça se passe mal, c'est à moi que le régulateur vient chercher des poux. C'est pas au petit porteur, parce que le régulateur considère que le petit porteur, à juste titre, n'est pas un professionnel de la finance. Comment est-ce qu'on peut penser que face à une plateforme de défi anonyme, décentralisée, dans laquelle il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'explication, il va être mieux loti que face à un conseiller financier dont la qualité laisse à désirer partout, c'est pas le sujet, mais face à un conseiller financier qui a quelque chose à perdre s'il donne une mauvaise information. Moi, je trouve que ça, c'est une question fondamentale. Ok, donc il n'y a pas de substitution, il n'y a pas de révolution, il y a une mise en perspective de ce que la finance traditionnelle fait aujourd'hui, qu'elle fait bien certaines choses, qu'elle fait très très mal. Et il y a des questions qui sont posées, le régulateur, lui, il est challengé sur ces questions, et aujourd'hui, et c'est une bonne chose, et je l'ai dit, je le redis, c'est une bonne chose, mais il n'est pas dans une lutte de pouvoir. Tu t'as parlé du Seigneur des Anneaux, tu dis je les oppose pas, d'un autre côté tu donnes le Seigneur des Anneaux, dans le Seigneur des Anneaux il y a le bien et le mal, c'est vraiment très très clair, il y a le bien et le mal. Donc prendre la comparaison du Seigneur des Anneaux pour opposer la finance traditionnelle et la finance crypto, c'est reconnaître qu'il y en a une qui porte la lumière et l'autre qui porte l'ombre. Alors moi je suis à des années-lumière de ça, je pense que ni l'une ni l'autre ne porte ni l'ombre ni la lumière. Je pense qu'il y a une l'hybridation sera difficile. Alors, moi, je serais prêt à parler d'hybridation quand on répondra à la question suivante. Madame Michu va mettre 1 500 € sur un système décentralisé avec le même niveau de protection que sur un système centralisé comme sa caisse d'épargne. À partir du moment où elle pourra faire ça en n'ayant pas peur de se faire voler son argent, en n'ayant pas peur de perdre la clé privée de son wallet, en n'ayant pas peur de ce que ce soit manipulé par des mineurs qui sont en collusion, à partir du moment où elle pourra faire ça avec 1 500 €, moi je dis d'accord, là vous avez gagné, on y est arrivé. La finance décentralisée aura gagné ses lettres de noblesse. Parce qu'aujourd'hui, Madame Michu, c'est 1 500 €, elle ne gagne rien dessus. Par contre, on ne lui prend pas. Elle peut aller voir son banquier en disant « J'ai perdu mon numéro de compte, est-ce que vous pouvez me le redonner ?» Elle peut dire « Je voudrais chercher un truc à placer, un livret A, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et elle aura toute l'information et le recours qu'elle n'aura pas aujourd'hui dans la défi. Et moi, je reste persuadé que ça reste compliqué quand on n'a pas la protection du petit porteur, Madame Michu. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça me paraît assez significatif. Thibaut, tu voulais intervenir? En fait, je pense qu'on est au centre là du débat et de l'affrontement des paradigmes en fait. Là où il peut y avoir une révolution, c'est qu'il y a une approche en fait. Il y a une horizontalisation des rapports qui est apportée par la finance décentralisée, par une partie des concepteurs
de plateformes de finances décentralisées qui disent bah si, en fait, l'idée c'est qu'on va pouvoir faire de la finance, il y aura moins d'intermédiaires, il y aura plus d'opportunités et le consommateur, l'utilisateur des services financiers sera aussi bien servi. Parce qu'il y a ce phénomène de concurrence, parce qu'il y a cette absence de régulation. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est simplement ce qui se joue. Et on le voit d'ailleurs, en fait, il y a des plateformes aujourd'hui qui offrent un niveau de gamification dans la façon de placer l'argent, créer des schémas qui vont permettre de composer son capital, qui vont dans ce sens-là. Et la thématique de la gamification, aujourd'hui on la trouve dans la finance, mais on la trouve dans beaucoup d'autres modes de consommation. Et c'est vraiment quelque chose de profond. Et c'est quelque chose qui, même si on n'ira pas jusqu'à dire que Bitcoin a été créé en réponse à la crise des subprimes, qui coïncide en fait avec un historique des activités financières et de l'industrie financière. Donc moi, j'ai pas de position individuelle à poser là-dessus. La technologie Tezos aujourd'hui est utilisée par des acteurs de la finance décentralisée qui construisent des protocoles de pré-emprunt, qui construisent des solutions pour créer des actifs synthétiques, des choses assez élaborées en termes de finance décentralisée. On participe aussi aux expérimentations de monnaie digitale de banque centrale. On considère, et vraiment on met un point d'honneur là-dessus, à être simplement fournisseur de technologie et à permettre toutes les personnes qui veulent construire sur le protocole Tezos de le faire convenablement. Alors après, je me permets d'intervenir. Il y a également aussi un phénomène sur la blockchain, puisqu'effectivement, donc la DeFi est adossée à la technologie blockchain, laquelle technologie repose sur un système en fait de sécurisation et un système communautaire également, qui permet justement une validation des process et une réelle sécurisation des opérations qui sont réalisées sur la blockchain. Alors ensuite, c'est vrai. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On a quand même un enjeu de sécurité, c'est vrai, de protection contre les hacks, protection contre les pertes de portefeuille crypto. Mais je ne pense pas que le fait qu'on soit sur une décentralisation totale implique forcément une perte de sécurité importante. Alors à ce niveau-là, juste très rapidement, donc il faut bien distinguer la couche protocolaire qui permet de valider de façon cohérente des applications, des transactions au niveau du protocole, et ce qui se construit sur ce qu'on appelle la couche applicative. Et donc là, sont déployés les smart contracts, et les smart contracts ils sont plus ou moins bien codés. Donc effectivement, c'est deux enjeux de sécurité différents, dont il faut avoir conscience lorsqu'on est un utilisateur d'applications de finances décentralisées. Arnaud, est-ce que tu veux intervenir ? Oui, pour compléter, une chose qui est sûre, c'est qu'on va au niveau de la finance générale vers ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. En fait, le fait de faire des représentations des actifs financiers traditionnels, d'avoir une représentation sur la blockchain, et en fait de traiter, d'échanger cette représentation comme preuve du transfert de l'actif sous-jacent. Alors on va aller vers ça. Donc ça veut dire qu'en fait à terme, ce qu'on croit, c'est que tous les actifs financiers seront tokenisés. Donc, ils seront tous en fait gérés sur une blockchain. Cette blockchain, est-ce qu'elle sera permissionnée ou est-ce qu'elle sera publique? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, en fait, toutes les blockchains dont on parle, peut-être à part Bitcoin, c'est encore du niveau d'un prototype fonctionnel, mais on est sur des niveaux de sécurité qui sont peut-être ceux d'un prototype, d'un très gros prototype, parce qu'il y a vraiment beaucoup de valeur quand même dans les protocoles DeFi, mais on n'a peut-être pas les niveaux de sécurité, je dirais, institutionnels, massifs qu'on veut pour un système financier global. Donc, je ne sais pas, mais a priori, on va quand même tendre vers une blockchain, vers une infrastructure, en tout cas blockchain plus ou moins commune, j'espère publique, pour l'échange de ces actifs-là. Et dès lors, en fait, la DeFi, ça permet aussi de challenger les acteurs historiques, bancaires historiques, sur la proposition de valeur, sur la valeur qu'ils apportent, en fait, notamment à l'épargnant. Parce qu'on aura sur cette infrastructure, j'espère, donc fait avec public, notamment de la transparence, accès à l'information et accès aux actifs, je dirais beaucoup
beaucoup moins limité qu'il n'est actuellement. Actuellement, si vous voulez faire la revue de tous les actifs financiers proposés par les intermédiaires financiers, vous avez besoin d'aller de faire du porte-à-porte pour comprendre qu'est-ce que chacun propose. Demain, l'idée c'est que tout ça sera complètement beaucoup plus transparent et beaucoup plus accessible. Après, ce n'est pas pourquoi les intermédiaires financiers traditionnels n'ont pas un vrai rôle à jouer, notamment dans la sécurisation des clés privées, dans le conseil et dans l'accompagnement des épargnants sur la gestion de leur patrimoine. Mais on se recentrera, je pense, et j'espère, sur la vraie valeur ajoutée, la valeur ajoutée beaucoup plus tangible. Je dirais qu'actuellement, parfois, c'est peut-être un peu noyé dans un service global où on ne sait pas très bien ce qu'on achète. Okay, merci Arnaud. Jérémy, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ? Oui, rapidement, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais juste avant. Ma référence est beaucoup plus nuancée que ça. Il y a une guerre qui est liée au contrôle du pouvoir de création monétaire, mais c'est pas la lumière contre l'ombre, c'est pas la DeFi contre la CeFi, c'est une multitude d'acteurs qui vont basculer d'un côté ou de l'autre et qui vont œuvrer à soit rendre les acteurs traditionnels de la finance plus efficients, plus efficaces, les remettre au service de l'économie. Et à l'inverse, il y a aussi énormément d'acteurs de la DeFi qui ne sont que des émanations d'une finance débridée, non régulée, et de tous les mécanismes les plus cupides qu'on peut connaître dans la finance, qui nous amènent et qui nous ont amenés à la crise des subprimes et qui nous amèneront peut-être à la prochaine crise financière. Donc c'est beaucoup plus nuancé que ça. En revanche, pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu disais que tu ne croirais à cette notion d'éducation financière que quand il y aurait des couches applicatives qui permettraient à Madame Michu d'utiliser des services décentralisés et de DeFi, sache que c'est en cours. C'est en cours pas que dans mon projet, mais dans d'autres projets. Moi, mon objectif, c'est de rendre le paiement en s'appuyant sur une couche de décentralisation, en créant ce qu'on appelle des réseaux de stablecoin multilocales et de développer des solutions de paiement éthiques, responsables et solidaires, mais qui s'adressent à tout un chacun sans avoir besoin de comprendre comment fonctionne une clé privée, comment fonctionne une clé publique, sans même avoir à se soucier d'alimenter en gaz son wallet pour faire transiter les actifs. Donc c'est des combinaisons hybrides de décentralisation et de centralisation pour rendre ces couches applicatives accessibles à tout le monde. Oui, effectivement, parce que en fait, là, depuis tout à l'heure, on parle donc de DeFi et d'investissement. Mais c'est un petit peu plus large que ça. Les perspectives sont un petit peu plus larges. C'est effectivement la DeFi peut permettre justement de travailler sur comme ce que tu fais, travailler sur des moyens de paiement, va permettre de rendre plus transparentes les opérations de paiement. Donc c'est quelque chose qui a énormément d'enjeux, énormément de perspectives. On n'est pas que sur une simple possibilité d'investissement. Voilà. Donc on me fait signe, le temps est écoulé. Peut-être pour les questions. Une question. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, si vous en avez déjà ? Alors, je vais prendre la première question, la deuxième sur le risque, et je vais laisser mes camarades répondre sur les DAO, comme ça je ne monopolise pas la parole. Le risque, c'est le grand absent de cette discussion. En fait, on n'a pas parlé risque. Quand vous avez la DeFi qui vous promet des rendements à 8%, alors que les rendements sur l'euro sont négatifs, faut être réaliste. Il y a un risque monstrueux dans le système. Le risque est totalement absent des discussions sur la DeFi. En général, ce risque-là, il est porté par quelqu'un, il est porté par le porteur. Okay, le régulateur, l'un de ses propos, c'est de faire en sorte que ce risque soit minimisé. Donc, sur la partie risque, en fait, quand on regarde ce qui se passe, c'est évident que les risques sont monstrueux pour les petits porteurs aujourd'hui, et même les gens éduqués ne s'y retrouvent pas. Et l'autre chose que je dirais, c'est que le système n'a pas été stressé. La gestion de risque, elle est faite par des geeks, on pardonne l'expression, et par des contrats, des smart contracts, qui sont des développeurs. Les développeurs, ils ont plein de qualités, mais ils ne savent pas gérer du risque, et surtout, ils ne savent pas gérer du risque stressé quand les marchés commencent à se stresser, que la liquidité s'assèche et que la confiance disparaît. Les financiers savent faire ça. Et donc, et la finance traditionnelle, elle a survécu à 2008, elle a survécu à 29, elle a survécu à plein de choses, elle s'est équipée là-dessus. Donc la notion de risque algorithmique, personnellement, je n'achète pas. Et c'est pour ça que je suis très prudent. Cette émergence-là, elle est fantastique, mais la notion de risque est encore sous-estimée, notamment parce qu'elle est traitée par des gens qui sont des techs. Et j'arrête là et je passe la DAO. Alors sur les DAO, donc les DAO, c'est des organisations autonomes décentralisées.
Donc peut-être au fur et à mesure qu'on va avoir du recul sur ce phénomène qui sont en fait des smart contracts qui permettent de faire voter des propositions qui en général sont circonscrites à l'organisation d'un service de finances décentralisé. C'est comme ça que ça a commencé. On va peut-être changer aussi l'acronyme parce qu'aujourd'hui c'est pas très évocateur, organisation autonome décentralisée, mais basiquement ça permet avec un token de gouvernance qui est émis par le protocole de finances décentralisée en question de passer des propositions et de les voter. Donc en fait on comprend rapidement que ce sont les utilisateurs du protocole qui récupèrent ou alors qui achètent sans utiliser le protocole des tokens de gouvernance, qui peuvent donc voter en faveur ou en défaveur d'une proposition. C'est un sujet très complexe. Aujourd'hui, les DAO ne font pas grand-chose. Elles permettent à certaines applications de construire néanmoins une communauté assez solide qui participe, qui propose et qui améliore le service en question. Ça pose aussi d'autres problèmes sur d'autres protocoles. On a vu des phénomènes d'emprunt de très court terme de quantité de tokens de gouvernance pour aller appliquer un vote sur une DAO puis ensuite les revendre. Donc c'est encore très expérimental, mais c'est effectivement assez intéressant pour l'évolution des applications de finances décentralisées. Parfait. Bon, merci beaucoup. Désolée pour ce petit temps en plus. Merci à tous pour vos interventions. Merci Arnaud. Et puis n'hésitez pas si vous voulez continuer le débat à voir directement avec nos intervenants.